Alors, quels sont les mots importants qui ont été mis à l'envers et qui nous empêchent littéralement de penser? On ne peut pas penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. On ne peut pas penser à l'endroit. C'est-à-dire que c'est un préalable de ne pas appeler démocratie les régimes qui sont volontairement des antidémocraties. Le régime dans lequel nous vivons, ce n'est pas la démocratie, c'est un gouvernement représentatif. Et ça n'a pas du tout été pensé comme une démocratie, ça a été pensé explicitement. Ils l'ont dit. Je vais vous citer Sieyès, elle est bonne, vous allez voir, ça paye, c'est incroyable. Sieyès, c'est un père fondateur du gouvernement représentatif en France. Mais il y a la même chose, vous avez Madison aux États-Unis, vous avez la même chose en Angleterre. Les penseurs du gouvernement représentatif étaient des ennemis du peuple et de la démocratie. Donc, ne croyez pas que le système s'est dévoyé et pensé comme une antidémocratie. Qu'est-ce que disait Sieyès ? Les citoyens, qui se nomment des représentants, renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, je ne dirais pas que ce n'est pas clair, dans un pays qui n'est pas une démocratie. Il faut vous faire un dessin. Et la France ne saurait l'être. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Ce mec n'était pas un démocrate. Et le régime dans lequel on vit n'est pas une démocratie. Et Rosan-Vallon explique bien, dans un article qu'il a écrit en 1993, le tournant qui a eu lieu au début du 19e siècle, donc très vite en fait, c'est 40 ans après ce qu'a dit Sieyès, enfin je ne sais pas, 89, oui, non, ça s'est passé au début du 19e, c'est difficile à dater précisément. Mais dans le régime du gouvernement représentatif, il faut être élu. Ce sont des élus qui ont décidé qu'il fallait élire. Ce n'est pas nous qui avons décidé qu'il fallait élire. C'est eux qui ont décidé qu'il fallait élire. Et dans un régime d'élection, c'est facile d'obtenir l'élection. J'ai du mal à retrouver la source de ce que je vais vous dire là. Je l'ai entendu, je crois que c'est de Rosan-Vallon, mais je ne suis pas sûr et je n'ai pas retrouvé l'original. Mais je suis certain de l'avoir entendu, je crois que c'est de la bouche de Rosan-Vallon. Un mot de Tocqueville très important qui disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien, ça se passe comme ça, les gens votent comme on leur dit. Donc on n'est pas en démocratie et ce n'est pas un accident, ça s'est pas dévoyé, c'était comme ça dès l'origine. Démocratie, c'est un mot qui a mis à l'envers. Démocratie, dans une démocratie digne de ce nom, le peuple vote ses lois. Il ne désigne pas des maîtres, il vote ses lois. Et si vous remettez le mot à l'endroit, ça devient possible de dire, mais moi ce qu'il nous faut c'est une démocratie. Mais faites attention à bien préciser le mot, parce que la plupart des gens quand ils parlent de démocratie, ils parlent du régime actuel. Et tant qu'on utilise le mot démocratie pour désigner une antidémocratie, on n'arrive pas à penser. On n'arrive pas à dire, mais on veut la démocratie, on nous répond, mais vous l'avez mon vieux. Il faut remettre les mots à l'endroit. Donc la Constitution, vous avez compris que ce n'est pas une Constitution. Les textes que nous avons, ce ne sont pas des Constitutions. Au lieu d'être des protections contre les élus, les élus et les représentants politiques, c'est des prisons qui nous privent de tout pouvoir politique. Alors oui, un mot important sur la Constitution pour montrer que ce n'est pas une Constitution. C'est compliqué de voir que les constitutions sont des anti-constitutions parce que ce n'est pas écrit dans le texte « le peuple n'a aucun pouvoir ». Ah ben, s'ils écrivaient comme ça, on ferait la révolution, on les foutrait dehors à coups de pied dans le derrière. Donc c'est plus malin. Ce qu'il y a dans la Constitution, c'est une absence. Nous ne sommes pas dans la Constitution. Nous n'existons pas dans la Constitution. Cherchez un endroit où vous avez du pouvoir, le moindre petit pouvoir, à part celui de désigner des maîtres parmi des gens que vous n'avez pas choisis, qui sont choisis par les plus riches. Mais à part ce pouvoir-là, qui est une insulte politiquement. Le droit de choisir des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis, c'est dégradant. Le rang d'électeur est infantilisant, il est dégradant. Par rapport à citoyen qui serait autonome, qui voterait ses lois, électeur, c'est quand même... Et donc, si vous cherchez dans la Constitution, vous ne nous trouvez pas. Et c'est ça qui est choquant. C'est parce que nous ne sommes pas dans la Constitution que nous sommes impuissants politiquement. Et c'est ce qui change radicalement quand vous allez faire des ateliers constituants. Demain, il y en a à Nantes. Il y a plein de gens qui ont organisé des... Donc, on va être, je crois, 250. Demain, il y a des ateliers constituants. Mais même si vous ne pouvez pas, parce que la salle est pleine, il faut que vous en fassiez. Vous allez voir quand vous allez faire des ateliers constituants, parce que c'est vous qui vous mettez à constituer, ça va tout changer. Troisième mot important, je vais dépasser d'une minute. Je dépasse déjà peut-être, je ne sais pas combien j'en suis. J'ai déjà dépassé ? Une minute.
Il y a un mot, c'est le mot le plus important. C'est le mot le plus important que démocratie, plus important que constitution. Mis à l'envers, ouais, plus important. C'est suffrage universel. On nous présente comme une vache sacrée, et nous défendons sincèrement, comme une vache sacrée, l'alpha et l'oméga, le symbole de notre souveraineté, le suffrage universel. Et qu'est-ce que c'est le suffrage universel dans les institutions de la République, entre guillemets? C'est la désignation d'acteurs politiques qui vont tout décider à notre place, tout décider à notre place, sans qu'on puisse les foutre dehors, et sans qu'on puisse rien dire. Et en plus, on les désigne parmi des gens qu'on n'a pas choisis, et qui sont toujours choisis. Ceux qui sont élus, c'est toujours ceux qui ont été poussés par les plus riches. J'arrive à la comparaison élection-tirage au sort. Mais la folie, enfin, ce qui nous empêche de penser, c'est d'appeler suffrage universel ce qui ne devrait pas s'appeler comme ça. Le suffrage universel, ça devrait être un homme, une voix, ok, pour voter les lois. Et là, on n'aurait pas besoin de parti, puisqu'il n'y a pas d'élection. En tout cas, il n'y a pas d'élection pour voter les lois, puisque c'est nous qui votons les lois. Si c'est nous qui votons les lois, ce n'est pas les représentants. Et si ce n'est pas les représentants, il n'y a plus d'enjeu pour gagner les élections, il n'y a plus besoin de parti. On y reviendra peut-être sur les partis. Alors, j'attaque un sujet central sur lequel je voudrais ouvrir une parenthèse. On a fait des photocopies et on s'est dit, on ne les distribue pas maintenant parce que vous n'allez pas lire pendant que je parle, quoi. Vous venez pas pour bouquiner. Et en même temps, souvent je le donne avant, moi, pour que vous ayez les traces, ça vous évite de prendre des notes. Mais j'ai fait un document que j'ai réorganisé pour vous là aujourd'hui, puis ça servira aux autres aussi, sur élection versus tirage au sort. Et là, je vais le faire au pas de charge parce que 10 minutes, je ne sais même plus 10 minutes, donc je ne sais pas combien de temps j'ai, mais normalement, ça devrait être mis en moins 10 minutes parce que je vais aller vite. Ce qui serait bien, c'est que vous preniez des notes au moins de ce qui vous heurte ou ce sur quoi vous sentez que vous n'êtes pas d'accord. Parce que moi, c'est un chantier, ce truc-là. Moi, je cherche, je ne suis pas en train de vous dire la vérité. Tout à l'heure, on a dit je suis prof. Je ne vous parle pas du tout en prof, mais pas du tout. Je me considère absolument comme un égal. Je ne connais pas la vérité, je la cherche. Je me trompe. Je vous préviens, je me trompe. Et je me trompe, et ce n'est pas spécifique. Tout le monde se trompe tout le temps. Je veux dire, ceux qui prétendent pas se tromper sont des prétentieux, des vantards. On se trompe, oui, et on fait ce qu'on peut pour se corriger dès qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Donc, je me trompe, ne m'en veuillez pas. Si je me trompe, je ne prétends pas dire la vérité. Je la cherche avec vous, et ça marche, hein, on progresse. Donc, mais je vais vous dire comment je vois, en effet de miroir, l'élection versus opposé au tirage au sort. Et j'ai réorganisé mes idées pour qu'elles soient, vous allez voir, c'est en miroir. Les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre et réciproquement. Et je ne fais pas exprès, je vous jure que du côté de l'élection, c'est nul, quoi. Hein. Tu as tous les inconvénients, quoi. Tout. Enfin, du point de vue des biens communs, pas du point de vue bien commun, pas du point de vue des élus, hein, je sais bien. On va voir si c'est. Alors on y va. Au début, ça commence doucement. Vous allez voir, je suis diesel, ça démarre doucement. Puis après. Alors, l'élection repose sur la volonté. La volonté des gens. Vous allez choisir. Et donc, donne des prises aux escrocs, aux trompeurs. Leur talent, c'est de tromper les volontés. Et donc, s'il y a une procédure qui repose à la volonté, pour eux, ils savent très bien tromper les volontés, c'est leur truc. C'est des menteurs, c'est des parleurs, c'est des bavardeurs. Ils savent tromper. L'élection reposant sur la volonté donne des prises aux escrocs. À l'inverse, le tirage au sort, qui ne repose pas sur la volonté, retire toutes les prises aux escrocs. Il n'y a plus de moyen de tromper la volonté. L'élection repose sur la confiance et prétend servir elle-même de contrôle des représentants. Et donc, elle prévoit aucun contrôle, ni en cours de mandat, ni en fin de mandat. Ça facilite la corruption. Le fait qu'il n'y ait pas de contrôle, parce que l'élection prétend reposer sur la confiance, et donc si vous faites confiance, vous n'allez pas nous contrôler, hein, vous allez quand même, on va faire un petit peu confiance. Ouais, ben, du même coup, ça facilite la corruption. Le tirage au sort, qui repose sur la défiance, qui dit on nomme n'importe qui, et donc on n'est pas fou, on sait que n'importe qui, c'est pas que des gens vertueux. Et donc il y a des contrôles avec le tirage. Le tirage au sort, si vous voulez, par construction, si vous y réfléchissez, vous allez mettre des contrôles avec. Et parce qu'il y a des contrôles, ça gêne la corruption. L'élection pousse au mensonge, les représentants. D'abord pour accéder au pouvoir, puisque pour avoir le pouvoir, il faut mentir. Celui qui mentira le mieux aura le pouvoir. Et puis pour le conserver. Si vous mentez bien, vous serez réélu.
Alors que le tirage au sort dissuade de mentir, ça ne sert à rien de mentir. C'est personne qui va décider, c'est le sort qui va décider. Donc vous pouvez mentir, pas mentir. Le tirage au sort dissuade du mensonge. Il faut comprendre que ces propriétés, elles sont intrinsèques. C'est presque scientifique ce truc-là. Enfin, c'est incroyable pour défendre l'élection. Hein. C'est incroyable. L'élection permet d'aider, alors permet à ceux qui peuvent, d'aider certains candidats. Je parle de l'élection parmi les candidats. On verra peut-être dans les... Je n'ai pas le temps tout de suite, mais je défends l'idée de l'élection sans candidat. Là, je vous parle de l'élection avec candidat. Il faudrait que je rajoute l'élection parmi les candidats. Donc, l'élection permet d'aider les candidats. Et ceux qui ont les moyens d'aider les candidats ne se gênent pas. Ils aident des candidats. Et les candidats aidés, je dis sponsorisés, eh ben, ils sont débiteurs. Et s'ils sont débiteurs, mais ils sont dépendants. Et s'ils sont dépendants, mais c'est pas que ça facilite la corruption, c'est que ça entraîne de la corruption. Ça fait que l'élu, alors je ne parle pas des élus à petite échelle, parce que l'élu à petite échelle, il peut être élu sans être aidé. Mais les élus à grande échelle, ils ont tous besoin de l'aide des partis qui ont besoin des financements, qui ont besoin des journaux. C'est pourri, c'est indémerdable ce truc, c'est indémerdable. On ne peut pas avoir, on ne pourra pas sortir de là. Je veux dire, l'élection parmi les candidats, elle nous donnera toujours cette corruption-là. Si on peut aider les candidats, à mon avis, c'est mort. Ça, c'est vraiment consubstantiel. Et le tirage au sort, il ne permet pas d'aider les candidats. Le tirage au sort ne permet pas d'aider les candidats. Il n'y a pas de candidat. Donc le tirage au sort ne pousse pas à la corruption du même coup. Donc l'élection pousse à la corruption, le tirage au sort, non. Donc dans le cas de l'élection, les acteurs politiques vont servir les intérêts particuliers de ceux qui les ont aidés, alors que dans le tirage au sort, les tirés au sort vont servir naturellement l'intérêt général. Je sais bien qu'ils ne sont pas tous parfaits, on va les contrôler, vérifier, mais en gros, ils vont moins être portés à servir des intérêts particuliers puisqu'ils ne doivent rien à personne. C'est beaucoup plus facile de corrompre quelqu'un qui vous doit tout que de corrompre quelqu'un qui vous doit rien. On peut corrompre quelqu'un qui vous doit rien, ça, mais on peut intimider aussi les élus, c'est pas spécifique au tirage au sort. Par contre, dans le tirage au sort, il y a des causes de corruption en moins. L'élection favorise certaines classes sociales et vous avez les beaux parleurs, ceux qui savent s'imposer. Bon, vous avez les avocats, vous avez les fonctionnaires, des gens qui ont le temps. Hein, et une assemblée élue est donc jamais représentative, parce qu'il y a une inégalité sur l'aptitude à gagner une élection. Alors que si vous tirez au sort parmi n'importe qui, vous allez avoir une assemblée, si vous tirez au sort, vous allez avoir uniquement. Mécaniquement, il n'y a pas besoin de faire des quotas. Les quotas, c'est ce que font les entreprises de sondage, enfin les entreprises qui veulent faire des échantillons rapidos avec peu de monde. Alors pour qu'il y ait peu de monde, ils n'ont pas un échantillon représentatif, alors ils font des quotas pour truquer le truc. Mais si vous prenez une grande quantité de personnes, en France ce serait 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes, vous prenez beaucoup de personnes, mais vous allez avoir un échantillon représentatif, pas besoin de faire de quotas, vous allez avoir la moitié de femmes. Il y a une femme de plus ou de moins, on s'en fout complètement. Vous allez avoir une assemblée qui ressemble à la population concernée. Donc une assemblée élue n'est pas représentative. Elle diffère de la population à représenter, alors qu'une assemblée tirée au sort ressemble au peuple qu'elle représente. L'élection incite au regroupement en partis, alors que le tirage au sort, pas du tout. À quoi ça sert les partis? De quand ça date les partis? Ça a commencé avec l'élection. Avant l'élection, il n'y a pas de parti. Les partis, ça sert à quoi? Ça sert à gagner les élections. C'est comme des armées avec des soldats qui vont gagner. Il faut pousser les candidats, il faut les aider, il faut les montrer, il faut leur donner des sous, il faut coller des affiches. C'est des armées, les partis, qui servent à gagner les élections. Le Parti communiste, c'est particulier parce qu'il a été école. Il y a un côté éducation populaire puissante qu'il y a eu dans le Parti communiste. Cette fonction-là me paraît très utile et je compte à part ça. Mais toute la partie principale des partis politiques, c'est de gagner une élection. Et donc, l'élection, le faux suffrage universel, qui consiste à désigner des maîtres, a fait naître fera naître à tous les coups des partis politiques. Si vous vous débarrassez pas du suffrage universel, vous aurez des partis politiques. Et la logique d'appareil, la discipline de parti et la confiscation de tous les pouvoirs par des professionnels de la politique, par des castes. Ça va avec l'élection. Et inversement,
sort, il n'y a pas besoin de faire des partis, puisque de toute façon, vous c'est un parti, pas de parti, c'est n'importe qui va être tiré au sort. 3 minutes. Il faut que j'accélère. L'élection est infantilisante. Une pédagogie de la servitude. Savoir qu'il ne sera jamais élu décourage l'électeur de s'instruire et de participer au débat public. Jamais élu. C'est structurel, ça. Hein. Je ne vous parle pas de personne, je ne parle pas de bons, de méchants. L'élection, qui consiste à apprendre dès qu'on est petit qu'il faut abandonner notre souveraineté, abandonner notre pouvoir de décider, abandonner notre pouvoir d'opiner, de donner notre opinion, abandonner à des maîtres, s'habituer à ça, c'est littéralement une pédagogie de l'asservissement. Alors que le tirage au sort, c'est exactement le contraire. Le tirage au sort est émancipant. Il nous traite en adultes. Savoir qu'il peut être tiré au sort incite chaque citoyen, je me lis moi-même, hein, excusez-moi, mais comme ça je suis sûr de tenir et puis de rien oublier, hein, ça, je ne fais jamais ça d'habitude. Hein. Savoir qu'il peut être tiré au sort incite chaque citoyen à s'intéresser aux controverses. C'est émancipant, ça fait de nous des adultes. Et plus tôt vous nous mettez du tirage au sort, tirez au sort les enfants, vous allez voir, ça va leur donner envie de s'occuper des grandes personnes. Il n'y a aucune raison de distinguer les enfants des grandes personnes. Je suis en train de lire un bouquin. Je regarde le maître du temps. Il faut que je vous parle de ce bouquin, il me bouleverse. Vous savez, je suis prof et je découvre des trucs incroyables juste avant de mourir. Mais vous ne m'arrêtez pas, c'est vrai. Je trouve toute une littérature sur l'oppression des mineurs. L'oppression, la domination, l'infantilisation des enfants. Ce bouquin-là s'appelle « La domination adulte » d'Yves Bonnardel. Il faut que je rencontre ce type-là. Bon, il y a des trucs qui me font un peu monter au rideau, il va fort quand même, il y a des moments où ça exagère, mais il y a beaucoup... Mais il y a beaucoup de choses, oui. Mais c'est remarquable. C'est probablement dans l'enfance que nous apprenons à être aussi serviles que nous sommes à accepter l'élection. Je peux continuer encore parce que j'en ai encore hein, sur la comparaison. On sera peut-être plus court sur les propositions. Mais c'est super important ce truc-là. Hein. Alors j'ai écrit tout petit pour que ça tienne sur une page. Alors vous allez vous crever un peu les mirettes, mais vous l'agrandir en A3, enfin vous vous débrouillerez. L'action déresponsabilise les électeurs. N'avoir jamais été élu enferme chaque électeur dans ses préoccupations personnelles et le dissuade de se préoccuper du monde commun. Ça, c'est relié à l'idée précédente. Hein. Le tirage au sort responsabilise les citoyens. Avoir été tiré au sort pousse chaque... C'est Tocqueville qui écrit une chose magnifique là-dessus. C'était pas un démocrate, mais c'était un observateur de la démocratie qui était vraiment passionnant parce qu'il était honnête. On n'arrivait pas à sentir son point de vue. Et donc, quand il défendait la démocratie, il défendait vachement bien. Quand il défendait le tirage au sort, c'est magnifique les passages de Tocqueville sur le tirage au sort. Et donc, après avoir été tiré au sort, pousse chaque citoyen à s'extraire de ses préoccupations personnelles et à se préoccuper du monde commun. Super important, ça. C'est une école de citoyenneté que le tirage au sort. Le fait de savoir que je vais être tiré au sort, ça m'incite à être au niveau. Si je ne me suis pas préparé, j'ai pas de figure, je vais être tiré au sort, je ne saurai rien. Donc je me prépare parce que je sais que c'est pas une hypothèse d'école, je vais pouvoir être tiré au sort. Un Athénien sur 4 a été président d'Athènes. Un Athénien sur 4 a été le chef de la cité. Et il ne l'a été qu'un jour, et une fois dans sa vie. Il tirait au sort le président d'Athènes tous les jours. Et là, il était porte-parole. Ce n'est pas lui qui décidait les lois, hein, mais il avait une fonction de représentation qui était honorifique, qui était importante, et tous savaient qu'il pouvait y passer. Le fait de savoir ça, ça nous incite à... Hein, ça ferait des citoyens au lieu de faire des électeurs, ça ferait des adultes au lieu de faire des enfants. Élire, c'est abdiquer. Bon, là, vous avez compris ce que j'en pense. C'est renoncer à sa souveraineté. Et tirer au sort, c'est tenir à sa souveraineté et au contrôle des représentants, contrôler les représentants pour que nous restions les souverains. Je ne développe pas. L'élection crée des rancunes ou des fiertés. Des rancunes pour ceux qui ont perdu et des fiertés pour ceux qui ont gagné. Super important ça. Hein. Ça, c'est psychologique. Et c'est presque scientifique. Hein. L'élection, elle crée des vaniteux qui se sentent supérieurs. Ils ont été mis au-dessus, surtout quand ils ont eu des bons scores, là, ils se croient tout permis, tout décider à la place des autres. Mais c'est l'élection qui fait ça, c'est la procédure qui fait ça, pas eux qui sont méchants. Je suis sûr que si vous étiez élu, on se sentirait porté au-dessus, et c'est comme une drogue, hein, ça nous transforme. On se met à croire qu'on est capable, qu'on est légitime à tout décider à la place. L'élection, elle fabrique des maîtres. Alors que le tirage au sort,
Mécaniquement, il nous garde au même niveau que les autres, et le tirage au sort par construction, il fabrique des serviteurs. Vous préférez quoi? Enfin, je sais bien que vous ne voulez pas de serviteurs, mais il fabrique des égaux qui vont s'occuper du bien commun parce qu'ils nous ressemblent. Ça, c'est super important. Je veux dire, le dossier, il est chargé, quoi. T'as tout contre l'élection. Je demande des arguments pour défendre l'élection, j'en connais pas. On verra tout à l'heure. Oui, j'en ai encore 3. Tac, 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 ça j'ai déjà dit, c'est une autre façon de le dire. L'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent, les candidats. C'est-à-dire au pire d'entre nous. Il va fort choix. C'est Platon qui le dit, depuis, ça fait 2500 ans qu'on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Il faut lire Alain. Alain, je vais vous le dire de mémoire, je la connais, c'est merveilleux. C'est formidable ce que dit Alain là-dessus. Alain, Émile Chartier, philosophe, résume, il faut lire les propos sur le pouvoir, c'est formidable. Je vous ai apporté les propos sur la guerre jugée. J'aurais dû sortir ça avant. J'ouvre des parenthèses, je perds mon temps précieux, ça fait rien. La guerre jugée, Alain, magnifique. Et alors Alain, il dit, écoutez bien, c'est 3 petites phrases, et c'est pesé au trébuchet. Trébuchet, c'est une petite balance d'orfèvre pour peser au milligramme. Le mot, c'est parfait. Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres, et de seulement se gouverner lui-même. Voilà. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Dans un régime du gouvernement représentatif, Alain a raison, si on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, les pires gouverneront. Bon, il y en a qui sont moins pires, diraient les Canadiens. Il y en a qui sont vraiment, il y a des élus, je sais bien qu'il y a des élus dévoués, qui travaillent sans être payés, je sais. Enfin, il existe des poissons volants, et ils ne font pas la loi du genre, comme dirait Gabin. Les pires gouverneront dans le gouvernement représentatif quand on donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Mais avec le tirage au sort, si on donne le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas, si on donne le pouvoir à ceux qui sont modestes et honnêtes, et pas encore corrompus, ils ne veulent pas diriger les autres, mais vous allez avoir des gens très différents. Ça, c'est un truc super important. L'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent, le tirage au sort donne le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas. Ça change tout. Alors, je termine avec cette comparaison, élection-tirage au sort, avec les faits. On a, dans l'histoire des hommes, on a 200 ans de gouvernement représentatif. Ça, depuis 1789, en gros, il y a eu une éclipse pendant Napoléon. Enfin bon, bref, en gros, on a 200 ans de laboratoire où on a testé l'élection parmi des maîtres, enfin l'élection parmi des candidats, tout, le faux suffrage universel, on a testé. Et on a un autre laboratoire, la démocratie athénienne, 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, 200 ans de tirage au sort. Quels sont les résultats? 200 ans de tirage au sort, ce sont les pauvres, je parle des citoyens pauvres, je sais qu'il n'y a pas les esclaves et qu'il n'y a pas les... D'accord, mais je ne parle pas d'eux, je parle des citoyens, entre ces citoyens, il y a des pauvres et des riches. Et pour voter les lois, vous avez compris, je ne reprends pas, pendant 200 ans de tirage au sort, et on l'aurait deviné. Si c'est un homme, une voix pour voter les lois, c'est les plus nombreux qui emportent les décisions. Enfin, c'est simple, ça ne fait même pas l'objet d'un débat, quoi. 200 ans de laboratoire de tirage au sort, ce sont les pauvres qui gouvernent. 200 ans de gouvernement représentatif, vous avez le 19e, et les barons voleurs. Aujourd'hui, on en est à Goldman Sachs qui dirige les États-Unis, et Goldman Sachs qui dirige la Banque Centrale Européenne, etc. Je ne vous fais pas de dessin, c'est les multinationales qui dirigent le monde. Mais c'est comme ça, ça fait 200 ans que ça dure. 200 ans que l'élection donne le pouvoir aux riches, aux 1%. Je pose la question, combien de temps encore les 99% vont défendre le suffrage universel comme une vache sacrée? Un truc qui est très gênant, et qui fait l'objet d'ailleurs de controverses. Je suis l'objet de controverses terribles, qui me font un mal de chien, parce qu'on dit que je suis d'extrême droite, une passerelle d'extrême droite, absolument farfelu. Mais farfelu, vous allez comprendre pourquoi. À mon avis, il y a là une explication dans ce que je vais vous dire.
Les professionnels de la politique donc, ont pris la place de la décision politique et tiennent le peuple à l'écart, volontairement, avec des bonnes intentions ou non, en disant ils ne sont pas capables, moi je suis capable, je vais le faire. Quelles que soient leurs intentions, le fait est que les professionnels de la politique tiennent les peuples, et ce n'est pas seulement en France, c'est partout sur Terre, les professionnels de la politique tiennent à l'écart les peuples du vote des lois. Et dans les constitutions, nous n'avons aucune place. Ça conduit les plus radicaux comme moi, les vibrions comme moi, ça conduit à parler d'escroquerie parlementaire. Pour moi, le système parlementaire est une escroquerie. On prétend que c'est une démocratie, c'est pas une démocratie. Ces gens-là sont nos maîtres, ils décident tout à notre place, et je conteste, je considère qu'il y a là une escroquerie parlementaire. Mais les parlementaires sont contestés sur leur gauche et sur leur droite. Les parlementaires sont contestés par les fachos. Enfin, fachos, il ne faudrait pas dire ça. Les fachos, les autoritaires, quoi, ceux qui veulent un chef, un duce, un Führer, un roi, parce qu'ils ont peur du peuple, et ils veulent des chefs, ou au moins un chef. Ça, c'est un projet de société. Et puis en face, il y a les anards, les démocrates, comme moi, qui veulent pas de chef, ou qui veulent des chefs, mais surveillés comme le lait sur le feu. Donc c'est des projets de société qui sont absolument antagoniques, des projets opposés, mais qui ont en commun la critique de l'escroquerie parlementaire. Je dois bien reconnaître que j'ai en commun d'abord le fait d'être humain avec les fascistes, c'est des humains comme moi, et puis en plus, on conteste ensemble, on conteste tous les deux, enfin, on conteste tous l'escroquerie parlementaire. Et ça, c'est pour des projets de politique qui n'ont absolument rien à voir. Mais on a ça en commun. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que font les parlementaires? Ils ne peuvent pas dire, regardez Chouard, c'est un démocrate. Les gens vont rire en disant c'est bien, c'est pas mal d'être démocrate. Ils vont peut-être pouvoir dire c'est un anarchiste parce qu'ils ont réussi à faire croire que l'anarchie c'était mal. Il faut que vous lisiez. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que vous lisiez. Ah oui, il faut lire ça. Super. Vous avez des très très bons passages de Proudhon, évidemment, de Bakounine, et puis de Kropotkin, c'est magnifique. Moi, je croyais, j'avais appris à l'école, je fais cette parenthèse, je la ferme vite. Tu dois me rendre 5 minutes, là. Je dois te rendre 5 minutes. Bon, il faut lire ça, c'est super. Proudhon, les anarchistes ne sont pas des violents, semeurs de chaos, des gens qui veulent supprimer les pouvoirs. Pas du tout. L'anarchie, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Alors le titre, c'est Proudhon, Bakounine, Kropotkin, la révolution libertaire. C'est un choix de texte et une explication de texte qui montre les disputes qu'il y a eu avec les marxistes. Les anarchistes se sont disputés, mais plus que disputés, se sont fait massacrer par les communistes marxistes. Donc là, vous avez des communistes libertaires, donc qui ne sont pas autoritaires, qui s'opposent aux communistes autoritaires, qui sont les marxistes et qui tuent beaucoup, quoi. Alors pas aujourd'hui, mais bon, enfin, ils ont déjà beaucoup tué, quoi. Mais enfin, pourquoi je disais ça? J'ai ouvert cette parenthèse. Pourquoi j'étais parti sur les... Ah oui, donc il y a les anarchistes et les fachos qui ont en commun... Donc les anarchistes, c'est comme les démocrates, c'est pareil. C'est des gens qui se méfient des pouvoirs et qui veulent des pouvoirs, mais bien contrôlés pour que ce soit les gens qui décident eux-mêmes du bien commun. Ça, c'est les anards et les démocrates. Et puis au côté des fachos, c'est très irrespectueux. Eux, ils disent les gauchos, les fachos... Bon, il ne faut pas que je me mette à défendre les fachos, sinon je vais aggraver mon cas, mais c'est des humains, quoi. Et à un moment donné, ils peuvent changer d'avis. S'ils voient une vraie démocratie, ça se trouve, ça va les intéresser, dire un peu moins de fachos, enfin, je sais pas. En tout cas, on a en commun la contestation du système parlementaire. Alors, qu'est-ce que font les parlementaires? Ils disent pas salauds de démocrates, parce que ça ne marcherait pas. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont inventé une catégorie qui s'appelle rouge-brun. C'est-à-dire que, regardez, ils contestent le système parlementaire. C'est bien les mêmes. C'est l'extrême gauche qui conteste le système parlementaire, qui vont jusqu'à contester le suffrage universel, et puis les fachos qui contestent le suffrage universel, regardez, ils contestent la République, ils contestent les représentants de la nation, c'est des rouges-bruns. Voilà ce dont je suis, je crois, la victime. C'est-à-dire que il y a des gens qui prétendent que je suis... Alors il y a autre chose dont je vous parlerai tout à l'heure quand on parle du processus constituant, mais je ne vais pas développer, c'est que quand on défend un processus constituant, il faut qu'il y ait tout le monde, y compris les salauds. Je ne vais pas mettre à l'écart du processus constituant les salauds. Et comme je dis que c'est ouvert à tout le monde,
y compris aux fachos. Oui, je sais bien, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est pas eux qui vont décider. Mais en tout cas, si j'avance en disant il faut qu'on écrive une constitution, je ne vais pas dire juste avec mes copains. Ça ne pourra pas marcher. Il ne va pas y avoir un mouvement général qui dit oui, il faut qu'on fasse ça. Et donc, il faut que vous vous prépariez à l'idée que dans un processus constituant, vous allez avoir des gens qui ne sont pas d'accord du tout avec vous. Au moment du processus législatif, on va s'empailler, ça c'est sûr, on n'a pas les mêmes projets de société. Donc au moment du processus législatif, on va finir par s'empailler. Mais au moment du processus constituant, il ne faut pas qu'on s'empaille, parce que si on veut instituer notre puissance, il faut qu'on reste à l'os de notre dénominateur commun. Bon, là, j'ai quand même un petit peu anticipé sur